Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Normalement, j'aurais dû voir de manière un peu plus directe au moins les étudiants d'Ascensi à la Défense, mais les grèves en ont décidé autrement. Mais finalement, le thème étant, et d'actualité et technologique, c'est la formule à distance est sans doute adaptée. Avant de démarrer cette intervention, dont vous voyez ici le titre, hein, comment utiliser ChatGPT dans un mémoire de recherche, quelques considérations pratiques. La première, c'est qu'on est ensemble pour une heure environ. La deuxième, c'est que c'est en mode webinaire. Ça veut dire que vous ne pouvez pas poser de questions à l'oral, mais non seulement vous pouvez, mais vous êtes très encouragé à poser des questions à l'écrit. Il y a avec moi Maxime Maury, que je remercie infiniment, de l'équipe technique du Collège de Paris qui rend possible cet événement et qui relaiera vos différentes questions. Donc posez-les au fur et à mesure et sentez-vous le plus libre possible. Je répondrai autant que faire se peut. Ce que je vais vous demander aussi, en tout cas pour ceux que ça intéresse, c'est de me donner via le système de messagerie, les thèmes de vos mémoires de recherche, les mémoires que vous préparez, ce qui me permettra éventuellement au cours de l'intervention de faire quelques exemples sur l'outil ChatGPT en utilisant des vrais thèmes de recherche puisque ce seront les vôtres. Donc voilà pour les considérations, les considérations pratiques. Alors la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui, elle est toute simple. On ne peut pas faire de main-levée, mais enfin je suis à peu près sûr que si j'avais demandé à l'audience qui a déjà testé, utilisé, s'est amusé avec ChatGPT, j'aurais eu une quasi-totalité de la salle. Donc je pense que dans votre grande majorité, c'est un outil que vous vous êtes déjà approprié au moins comme thème de test ou d'amusement, ou peut-être que vous êtes déjà approprié à titre professionnel ou dans le cadre de vos études. Pourtant, c'est un outil récent dans sa diffusion. Hein. C'est l'ouverture au grand public, c'est-à-dire à nous tous. Ça remonte seulement au 30 novembre 2022, donc on parle de quelques mois. Ce qui veut dire aussi, et c'est une précaution d'usage que je prends, qu'on n'a pas un recul incroyable par rapport à tout ça et que les consignes pratiques que je vais vous donner, sans doute si je refais cette présentation dans un mois, dans 6 mois, l'année prochaine, je dirai des choses différentes qui se seront enrichies d'autres expériences, puis peut-être d'autres outils ou d'autres déclinaison de ChatGPT. Donc l'objet aujourd'hui, c'est bien de voir quelques conseils les plus pratiques possibles pour utiliser l'outil dans les recherches que vous avez à faire dès cette année pour votre mémoire de recherche. Alors, comment on va procéder? C'est assez simple. Hein. Après l'introduction, je vais représenter rapidement l'outil. J'imagine que les uns et les autres, vous avez déjà lu des choses, vous vous êtes documentés. Pour autant, ce n'est pas inutile de savoir concrètement ce que c'est en termes d'outils, parce que si on est quelque chose de nouveau par rapport au grand public, par rapport à la diffusion au grand public, on est déjà sur un outil qui, du point de vue technologique, a une histoire. Donc ça, c'est important de la connaître et d'avoir quelques clés aussi sur le fonctionnement, puis sur le type d'acteur qui porte ce projet. Ensuite, on rentrera dans le vif du sujet, où on verra les grandes étapes d'utilisation de ChatGPT dans un mémoire de recherche. On verra ensuite un certain nombre de conseils pratiques pour le faire au mieux. Et puis, j'essaierai ensuite de synthétiser tout ça. Et si, je l'espère, le temps le permet, prendre et répondre à vos questions. Alors, un mot peut-être sur les objectifs, c'est-à-dire les compétences que j'ai envie que vous déployiez, que vous vous appropriez à l'issue de cette intervention. Alors, je commence par dire déjà qu'évidemment, c'est ambitieux puisqu'on est ensemble une heure et que si vous voulez véritablement maîtriser tout ça, il va falloir tester, essayer, expérimenter. Ce n'est pas juste ce que je vais vous raconter là dans les quelques dizaines de minutes qui vont venir, qui vous donneront toutes ces compétences, mais normalement, ça vous donnera des clés d'utilisation. Première chose, il faut que vous sachiez appréhender le fonctionnement général de ChatGPT. Il faut que vous sachiez l'appréhender parce que vous utiliserez bien l'outil dans votre mémoire de recherche si vous comprenez grossièrement comment il fonctionne. Et puis, il faut l'utiliser parce que il faut comprendre comment ça fonctionne, soulever un peu comme si c'était une voiture le capot et regarder ce qu'il y a dans le moteur parce que selon toute vraisemblance, c'est un outil qui va dans ses évolutions, ses déclinaisons, ses copies, ses hybridations. Les outils d'intelligence artificielle générative vont être un compagnon quotidien de vos activités professionnelles pour les 10, 20, 30, 40 années à venir. Il y a des tâches auxquelles vous vous formez
qui vont être accompagnées, parfois même remplacées par l'intelligence artificielle. Il y a les tâches nouveaux, des nouveaux métiers qui vont émerger. Ça va toucher beaucoup de champs. Il y a des applications dans le domaine du design, dans le domaine de l'informatique, dans le domaine du droit, dans le domaine du marketing, des ressources humaines, de la vente en ligne, du commerce, de la publicité. Donc il y a un nombre d'applications quasi infini. Et c'est bien quand on utilise un outil de comprendre un peu comment il est construit, comment il fonctionne, et de cette manière d'anticiper aussi peut-être ces évolutions. Ensuite, il y a une autre compétence plus précise, plus fine, qui est extrêmement importante à connaître, c'est de rédiger des requêtes qu'on appelle des prompts. C'est un mot que je réutiliserai souvent dans cette présentation, pertinente. Parce que un autre message important à retenir de cette intervention, c'est que c'est toujours une machine avec laquelle vous travaillez. Certes, c'est une machine élaborée, une machine intelligente, et on pourrait disserter longtemps, mais ça nous entraînerait plus sur le terrain philosophique, sur ce que veut dire en fait l'intelligence. On prépare actuellement un bouquin sur intelligence artificielle et éducation qui se penchera sur cette question-là. Mais enfin, retenez que vous avez en face de vous une machine qui a été programmée, une machine qui s'est nourrie de données qu'elle a été récupérée dans des bases qui ont été constituées par des humains ou par d'autres outils. Et donc, c'est vous le chef. C'est ça qu'il faut, si je devais synthétiser, le patron dans le travail avec ChatGPT, c'est vous. Et la pertinence de ce que vous allez en tirer dépend de la pertinence de ce que vous allez lui demander, de la manière dont vous allez le formuler, du degré de précision que vous allez apporter, du nombre de fois où vous allez essayer, tenter. Et donc ça, la qualité du requêtage, la qualité de la requête, c'est ça qui fera la qualité de votre utilisation. Ça vaut d'ailleurs pour ChatGPT comme pour les autres outils d'intelligence artificielle générative. Si vous avez déjà essayé, on en parlera un petit peu, les outils de génération d'images, des outils comme Midjourney ou DALL-E, vous voyez bien aussi que l'image que vous allez générer, la qualité de l'image, le fait qu'elle reflète ce que vous avez envie de dire et de montrer, elle dépend beaucoup de la manière dont vous allez poser votre question. Il y a un exemple que je reprendrai peut-être, qui est un artiste qui a gagné une foire d'art contemporain dans un État américain, je ne sais plus bien lequel, et en produisant des images qu'il avait générées à partir d'une intelligence artificielle. Mais cet artiste-là, il a rencontré son processus, c'est plus de 90 heures de travail. C'est des centaines de prompts et de requêtes différents, d'images qui ont été synthétisées, retravaillées. Et donc, ça n'a produit qu'une matière première. Et la base de cette matière première, le lien entre son intention artistique et ce qui sortait, c'était la requête, c'était le prompt. Troisième compétence importante, c'est utiliser les fonctions clés d'une intelligence artificielle générative dans un mémoire de recherche. Donc là, voir plus particulièrement comment, dans un travail de recherche, avec ce que ça suppose de rigueur, de méthodologie, de sources et de références, l'intelligence artificielle apporte quelque chose de pertinent. Et puis, la dernière chose qu'on verra, c'est comment on exploite les contenus de ChatGPT, comment on vérifie les données. Ça vous a déjà été dit, vous l'avez lu, je le redis parce que c'est important d'insister, ce n'est pas un outil qui est infaillible, c'est un outil qui peut donner des erreurs. Si vous voulez trouver des erreurs facilement, vous rentrez votre prénom et votre nom de famille, vous allez avoir des données biographiques qui vont sortir sur des gens qui n'ont rien à voir avec vous. J'ai essayé un jour de dire qu'est-ce qu'étaient les gens qui étaient le même jour que moi. Il y avait des personnalités qui en fait n'étaient pas nées ce jour-là. Donc il y a des erreurs qui sortent de l'outil. C'est normal puisqu'il va chercher dans plein de données, certaines fiables, certaines moins. Il n'a pas forcément une capacité de recoupement. Et donc ça veut dire qu'il faut vérifier. Ensuite, il faut assembler parce que il n'y a pas encore, en tout cas dans le ChatGPT, vous avez vu que vous avez des limites dans le nombre dans la longueur en fait du texte produit, donc ça ne va pas vous sortir, et bien heureusement, et puis de toute façon, je pense qu'à ce stade, ça se verrait, ça ne va pas vous sortir un mémoire complet. Donc vous allez avoir des morceaux de textes, d'idées qu'il va falloir assembler, retravailler, réécrire, exploiter. Et donc, tout le travail, en fait, il va être de l'utilisation de cette matière première. Donc, c'est cette compétence-là aussi qu'on essaiera de verra et que je vous recommande d'essayer de tester rapidement après cette intervention. Un mot sur le contexte et sur l'intérêt. Déjà, le terme qui vient peut-être le plus facilement en tête quand on parle de ChatGPT aujourd'hui, c'est de dire que c'est une innovation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'une innovation? Parce que quand on interroge des docteurs en informatique, des gens qui font des recherches là-dessus, dans les labos de l'université Saclay, par exemple, le premier truc qu'ils disent, c'est, bon, ma foi, ça existait déjà, c'est pas nouveau, c'est des choses qu'on connaissait.
Quand vous lisez les médias, grand public, ou quand vous faites un peu de conversation au comptoir sur ce sujet-là, au contraire, le sentiment qui prédomine, c'est que c'est une révolution, c'est que ça change tout. En fait, ça renvoie à la définition d'innovation. Ce qui est nouveau, c'est l'accès au grand public. Ce qui est innovant, c'est ce qui s'est passé le 30 novembre. C'est quand tout d'un coup, il y a eu une interface simple, utilisable par tous, pour l'essentiel de ses fonctions au démarrage gratuitement, qui a permis à chacun d'expérimenter ce que c'était que l'intelligence artificielle. Avant, on savait que l'intelligence artificielle pouvait générer des textes. Avant, on savait qu'elle pouvait générer des textes construits, parce que ce qui est très fort dans le modèle, c'est qu'il vous sort des phrases grammaticalement correctes dans un style ou dans un autre. Donc tout ça, les outils qui permettaient ça, ils existaient déjà. Et ils existaient déjà pas seulement développés par OpenAI qui porte ChatGPT, mais ils existaient déjà dans des laboratoires, dans d'autres sociétés. L'innovation, c'est que maintenant, c'est un outil grand public. C'est là où il y a une révolution. Donc ça nous permet à chacun d'entre nous de faire l'expérience de l'intelligence artificielle. J'étais au CES de Las Vegas là, au début janvier, et ce qui était amusant, c'est que vous aviez beaucoup d'innovations d'objets qui étaient présentées, c'était la nature de ce show technologique, mais en fait dans les couloirs, tout le monde ne jouait qu'avec ChatGPT. Donc il y a vraiment cet effet d'un outil qui est très vite pris en main par le plus grand nombre de personnes. Et puis, ce qui est nouveau aussi et qui va beaucoup accélérer les choses et qui fera que peut-être déjà l'année prochaine, ChatGPT en tant qu'outil en utilisation directe sera remplacé, accompagné par d'autres, c'est que vous avez une API qui est relativement facile et ouverte d'accès, donc qui permet en fait d'utiliser le modèle de ChatGPT dans d'autres outils. Et donc ça rend l'imagination sans limite. Ça veut dire que des startups, des innovateurs vont pouvoir s'approprier cet outil et imaginer des nouveaux services. Et vous-même, hein, pour ceux qui ont un peu l'âme entrepreneur, puis qui, grâce à leur mémoire de recherche à Ascensia, se seront frottés à l'utilisation de ChatGPT, faites tourner votre imagination parce que c'est comme si vous aviez un Far West d'innovation devant vous. Par exemple, moi, je relève qu'il n'existe pas aujourd'hui d'outils qui mettent en frontal le résultat des requêtes Internet, par exemple une requête Google ou d'un autre moteur de recherche, et le résultat de ce que produit l'intelligence artificielle. Et cette confrontation des données qui est faite par une recherche ou qui est faite par la production d'un texte sur une base de données immense mais établie, ça pourrait être un outil fécond. En gros, que vous ayez à côté votre requête Google et votre texte GPT. Je vous dis ça, mais j'ai découvert ce matin, là, j'essayais de vous donner quelques exemples d'outils d'intelligence artificielle générative. Il y a un outil de génération de PowerPoint que je ne connais pas, qui s'appelle DesignBot, je crois. Là, par exemple, il a tout simplement la boîte qui a pensé ça. Elle a hybridé l'outil de génération de texte et un outil de génération d'images, Midjourney, et avec ça, elle fait des présentations PowerPoint. Ça, c'est des exemples ultra basiques. Il est évident qu'on va en trouver dans le domaine de la santé, du droit, des beaucoup plus sophistiqués. Mais c'est cette hybridation qui va produire de nouvelles innovations. Donc suivez ça de près parce qu'on va voir arriver des choses nouvelles tous les jours en termes d'usage, ça c'est l'innovation. Et puis sur le plan purement de la recherche technologique, on le verra aussi, l'outil va gagner en puissance, en quantité de données traitées et en qualité de réponses. Alors, deuxième point intéressant, puisqu'on est ici en fait pour parler de ChatGPT et d'éducation, et en particulier de ChatGPT et de mémoire de recherche, c'est que quand l'outil est sorti, une des premières choses qui a intéressé les gens, alors que pourtant ça s'appliquait à plein de domaines, c'est est-ce que ça va pouvoir permettre aux élèves de tricher? J'étais en vacances de Noël, j'étais à la campagne, et au lieu de lire un journal en ligne, un journal de centre-gauche, je lisais en papier un journal de droite qui est le Figaro, et il y avait des pleines pages, il y avait un article de Luc Ferry le lendemain d'un autre gars, qui expliquait en fait, qui se disait, alors l'un pour en dire du bien, l'autre plutôt pour s'en inquiéter, mais qui disait, mais voilà, tout d'un coup, les élèves vont pouvoir faire leur dissertation avec ça, vont pouvoir faire leurs exposés avec ça, vont pouvoir faire, je ne sais pas quoi moi, leur mémoire, c'est de ça qu'on parle, leur thème de recherche. Et donc la grande crainte, si vous voulez, la grande peur qui s'est emparée de tout le monde instantanément, c'est est-ce que l'outil va pouvoir être utilisé pour frauder, pour tricher à l'école, à la fois au collège, au lycée et puis dans l'enseignement supérieur. Et face à ce sujet, il y a deux attitudes, en fait, de familles d'attitudes, de familles de réactions qui se sont révélées. La première, c'est ceux qui veulent lutter contre, qui disent, puisqu'il y a un nouvel outil qui permet aux élèves de produire un texte qui ne vient pas d'eux, mais qui vient d'ailleurs, il faut qu'on lutte contre. Donc c'est par exemple ce qu'a déclaré Sciences Po,
hein, qui s'est doté d'outils dont on va parler ensuite pour détecter les textes produits par intelligence artificielle. Vous avez un certain nombre d'écoles américaines qui sont aussi équipées de ça. OpenAI s'est intéressé au sujet de la détection. Je crois que c'est l'État de New York qui a interdit dans ces écoles. Donc, vous avez tout un axe, si vous voulez, qui dit bah non, il faut empêcher ça. Il faut, de même qu'on avait des logiciels anti-plagiat, il faut s'équiper de logiciels qui vont reconnaître les textes produits par intelligence artificielle. Puis il y a une autre attitude qui est celle que j'ai souhaité que le Collège de Paris mette en place, et en particulier à Ascensia, c'est d'encourager les étudiants à utiliser ChatGPT, c'est l'objet de cette conférence, de former les élèves et de former les tuteurs de mémoire à l'utilisation de cet outil. On lance par exemple avec Xavier Bonduel là prochainement un certificat qui va s'appeler formateur à l'ère de l'intelligence artificielle, pour former les formateurs à l'utilisation de ces outils, parce que le job, à mon avis, d'une école, en tout cas d'une école qui intervient dans le champ de l'enseignement supérieur professionnel, c'est de vous donner des compétences utiles pour votre vie active en quelque sorte. Et de toute évidence, l'utilisation de ChatGPT pour le moment et plus largement des intelligences artificielles génératives est quelque chose dont vous allez avoir besoin. Je vais un peu plus loin, ça pose aussi la question, à partir du moment où un certain nombre de tâches de rédaction ou de composition vont pouvoir être accompagnées, voire suppléées par l'intelligence artificielle, ça pose aussi la question, et là ça déborde un peu du thème du mémoire de recherche, des compétences accessoires que vous devez développer. C'est-à-dire que dans un monde où les textes peuvent sortir partiellement tout seuls, par exemple vos compétences orales, vos compétences de prise de parole en public, votre capacité à savoir parler devant une caméra, vos compétences de relations interpersonnelles avec les autres, tout ça, ça va avoir beaucoup plus de valeur probablement demain, ça en avait déjà pas mal, mais ça va avoir encore plus de valeur demain, parce que la partie purement rédactionnelle va être accompagnée. Donc ça, c'est un autre axe pour les écoles, c'est de travailler des nouvelles compétences, en particulier les fameuses soft skills, pour venir compléter, accompagner la montée en puissance de personnes qui vont avoir de plus en plus à s'exprimer et à interagir avec les autres, parce qu'ils vont avoir peut-être de moins en moins besoin de produire des lignes de texte ou des lignes de code derrière leur ordinateur. Ce qui fait aussi, ça je suis en train de voir comment c'est compatible avec les référentiels en fait, de certification que vous avez, mais que très vraisemblablement, ça va nous amener à surpondérer l'oral par rapport à l'écrit. Vous savez que dans un mémoire de recherche, ou dans une thèse de doctorat, ou dans une thèse professionnelle, dans tout travail de ce type, vous avez un important travail de production d'un document, puis vous avez aussi un travail de soutenance, où on vous demande de défendre et d'illustrer votre travail. Et bien évidemment, dans un univers où la rédaction peut être accompagnée par une intelligence artificielle générative, eh bien à ce moment-là, la valeur de la manière dont vous allez le présenter, le défendre, l'illustrer, où là, ce ne sera pas la machine, mais ça sera vous qui allez parler, vous exprimer, convaincre, va prendre de l'importance. Et je pense que ce qui va prendre de l'importance aussi, j'y reviendrai, c'est tout ce que vous allez apporter de personnel dans une recherche. Un travail de recherche, c'est d'abord un travail d'enquête, d'investigation, où vous allez faire des interviews, mener des enquêtes, rencontrer des gens. Ça, c'est pareil. L'intelligence artificielle ne va pas le faire à votre place. Et donc, c'est ces aspects-là, ces aspects qui sont plus expérientiels, expérimentaux, qui vont devoir gagner en importance. Alors, je reviens quand même sur la question de la détection, hein, puisque d'abord, elle peut intéresser, on a ouvert le lien à des personnes extérieures à Ascensia, donc cette question peut intéresser, puis ça peut vous intéresser plus largement. Il y a un certain nombre d'initiatives, néanmoins, qui ont été faites pour détecter les intelligences artificielles. Vous avez notamment ChatGPT 0, qui a été développé par un étudiant américain, qui est aujourd'hui l'outil de référence, hein, vous le trouvez facilement sur Internet. Vous avez un outil qui s'appelle Draft and Goal, qui est aussi bien référencé, qui peut détecter seulement sur l'anglais. Les logiciels de plagiat, par exemple Urkun, qui était le logiciel qu'on utilisait dans les écoles du Collège de Paris, sont en train de travailler sur des évolutions pour repérer l'intelligence artificielle. Et puis OpenAI s'est emparé de cette question, produit lui-même des outils et je crois à intégrer dans son code des clés qui permettent éventuellement de détecter l'usage de l'intelligence artificielle. Mais ça se heurte, ces outils de détection, c'est pour ça que pour ce qui me concerne, j'y crois assez peu, à un problème, vous savez, qui est un truc de militaire, qui est celui de l'obus et des blindages. C'est-à-dire qu'il y a une règle que connaissent les gens qui sont dans l'artillerie, c'est que vous pouvez inventer les blindages les plus puissants possibles, vous aurez toujours un gars qui imaginera le boulet de canon ou l'obus plus puissant que le blindage, plus puissant donc que la protection. Et ça, on le voit très bien puisqu'on a testé l'outil d'OpenAI, donc l'outil de détection de texte par intelligence artificielle, et il avait repéré que 26% des textes écrits par IA, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un cas sur 4
où il a su dire que le texte avait été écrit par une intelligence artificielle. Et dans 9% des cas, il y a le cas inverse, c'est-à-dire qu'on lui envoie des textes humains et il pense que c'est écrit par un ordinateur. Parce que parfois, on a aussi une écriture ou un style peut-être un peu mécanique. Il est très vraisemblable que le nombre de points de données augmentant de manière exponentielle de version en version de ChatGPT, cette détection, elle va devenir de plus en plus compliquée. Il me semble, sans dire il faudrait s'intéresser à des spécialistes de l'image pour dire ça, je pense qu'on est déjà aussi sur quelque chose d'indétectable pour les images, en tout cas pour les images simples type logo. Donc ma conviction à moi, c'est que la détection, c'est un combat qui est perdu d'avance. Alors, perdu d'avance, ça veut dire qu'on ne peut pas identifier de manière certaine un texte qui est produit par une intelligence artificielle. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le texte produit est pertinent. Une fois que je vous ai dit ça, ça ne veut pas dire, puisque c'est ça, c'est très bien, on va produire les textes, c'est indétectable et on va donner ça. Non, parce que ce qui est produit, ça peut être mauvais. D'abord, ça peut être faux, il peut y avoir des données qui soient inexactes. Ça peut être mal écrit ou écrit de manière plate. Aujourd'hui, quand on demande aux profs d'histoire, de français ou de philosophie de noter les dissertations qui sont produites par ChatGPT, on a des 8-10 quoi. Alors évidemment, c'est un truc très utile pour les paresseux parce que ça permet de produire un truc lambda à peu près correct, mais ça ne produit pas quelque chose de qualité. Or, si vous êtes en train de préparer un mémoire de recherche, ça veut dire que vous êtes des étudiants de niveau 7, de niveau Master 2, que vous avez une ambition intellectuelle et professionnelle qui n'est pas nulle, et donc j'imagine, je souhaite en tout cas, que vous avez envie de produire quelque chose qui soit intéressant, pertinent, percutant, de qualité et de bon niveau. Donc évidemment, il faut aller, c'est pas parce que c'est pas détectable qu'il faut produire uniquement par cet outil. Quelques mots sur la définition et le fonctionnement, quelques éléments techniques. C'est un modèle de langage génératif qui est développé par une structure qui s'appelle OpenAI, qui utilise une technologie qui s'appelle le deep learning. En français, ça donne l'apprentissage profond. Ça veut dire que la machine apprend d'elle-même. Et pour entraîner le modèle, on l'a nourri, si vous voulez, on l'a alimenté de beaucoup de données, de beaucoup de bases de données, de beaucoup de textes, de beaucoup de productions écrites. Il est capable de comprendre le contexte de vos questions, d'où l'important d'être précis dans vos questions, et de générer des réponses qui sont, sinon pertinentes, au moins cohérentes. Je vous le disais, je n'y reviens pas de manière détaillée, mais c'est un outil d'intelligence générative parmi d'autres. Vous avez des outils de génération d'images, vous avez des outils de génération de présentation, vous avez des outils de génération de code informatique, et je ne les ai pas cités aussi, vous avez aussi des outils bluffants de production de vidéos, des trucs comme DeepBrain ou Synthesia, qui à partir d'un texte vous donnent quelqu'un qui parle comme vous et moi. Donc c'est un outil parmi d'autres, et il est possible que ça soit un outil dominant, ça veut dire une espèce de Google qui va devenir le centre de référence de l'utilisation, mais il est possible aussi que ce soit un outil qui soit un jour dépassé ou concurrencé par d'autres outils. C'est plus des modèles type Facebook qu'on a vu dépasser au fur et à mesure par d'autres réseaux sociaux. Si je devais faire un pari, d'ailleurs je parierais plutôt sur la deuxième hypothèse, d'abord parce que le modèle est assez ouvert au sens où on peut voir comment ça fonctionne et donc d'autres personnes peuvent se l'approprier, qu'ensuite le contexte géopolitique vous a pas échappé, donc les Chinois et les Russes dans une moindre mesure, mais surtout les Chinois travaillent aussi, puis les Européens travaillent aussi sur des outils de génération de texte. Donc je pense qu'on va plutôt être sur une concurrence de modèles que sur un outil dominant. Avantage de l'utilisation, ça peut résumer des textes, ça peut synthétiser des articles, ça peut vous produire des documents pertinents, ça peut vous aider à identifier des domaines. Donc, retenez bien que c'est utile dès votre travail amont. Vous savez que dans un mémoire de recherche, vous avez beaucoup de recherches préalables avant de déterminer la bonne thématique, la bonne problématique, de trouver les bons documents. C'est au moins aussi utile dans cette phase d'amont du travail que dans cette phase de production écrite à proprement parler. Un mot rapide parce que l'heure tourne sur, le fonctionnement. Donc on est sur une histoire ancienne, c'est ce que je vous disais. Hein. Les premiers modèles remontent aux années 80 ou 90. Les premiers modèles qui ont appliqué des réseaux de neurones, parce que le fonctionnement général de ces intelligences artificielles, d'où le terme d'intelligence d'une certaine manière, c'est qu'ils essayent de s'inspirer du fonctionnement du cerveau humain. Et ChatGPT à proprement parler, qui utilise donc cette technique des réseaux de neurones, a été lancé par OpenAI en 2018. Un mot sur les fondateurs, parce que ça fait parler de beaucoup de fantasmes. Ce qui est intéressant à relever, c'est qu'au début, c'était une association à but non lucratif.
Donc c'était d'abord quelque chose qui se proposait de générer un outil pour le plus grand nombre, d'où le fait par exemple aujourd'hui qu'ils aient une API assez ouverte. Et puis ensuite, pour lever des fonds, ils sont passés à un modèle de société commerciale dans lequel Microsoft a énormément investi. Donc au début, vous aviez l'équipe un peu historique de PayPal, notamment avec l'incontournable Elon Musk, qui s'est ensuite retiré du projet. Et aujourd'hui, l'investisseur, un des plus grands investisseurs, c'est Microsoft, sachant qu'en parallèle, tous les autres GAFA, donc les Google, Apple, Facebook, Meta aujourd'hui, donc les Gamma et Amazon, sont eux-mêmes en train de travailler ou de produire ou de livrer des outils comparables. À retenir aussi, c'est quelque chose qui s'améliore. Là, on en est à la version 3. Vous avez une version 4 qui est en préparation, qui va être à la fois, en tout cas ce qu'on dit ces concepteurs, impressionnante et décevante. Impressionnante parce que le nombre de points de données, un réseau de neurones, ça suppose un certain nombre de points de données, le nombre de points de données va augmenter de manière exponentielle. Donc l'outil va être encore plus puissant et performant. En revanche, le graal de l'intelligence artificielle, qui est d'avoir un outil qui soit véritablement créatif et qui donc puisse fonctionner de manière plus proche du fonctionnement du cerveau humain dans tout ce qu'il a d'inventif, ça, ce ne sera pas pour la version 4, manifestement. Utilisation actuelle, je passe. Hein, vous avez beaucoup de cas et d'idées. Retenez que ça marche très bien. Plus le domaine est normé, plus ça marche bien. Par exemple, si vous avez déjà essayé de générer un contrat ou des statuts ou une fiche de poste par ChatGPT, le résultat est bluffant parce que, comme c'est des choses qui sont très carrées, très structurées, ça tombe très bien. Dès que vous êtes dans quelque chose de plus ouvert, ça fonctionne un peu moins. Vous avez peut-être essayé d'écrire à votre petit ami ou à votre petite amie des poèmes par ChatGPT. Le résultat est en général un peu mièvre. Il n'y a pas encore une créativité littéraire sensationnelle. Mais dès qu'on est dans un texte un peu sec, un peu normé, il y a déjà aujourd'hui des cas d'usage qui sont très, très impressionnants. Alors, on arrive dans le sujet des différentes étapes pour utiliser ChatGPT dans le cadre de votre mémoire de recherche. J'ai distingué 3 grandes phases. La première, c'est la collecte des données et la préparation du prompt ou des prompts, donc des requêtes. La deuxième, c'est comment vous pouvez utiliser ChatGPT pour rédiger tout ou partie des textes de votre mémoire de recherche. Et ensuite, la troisième, qui est sans doute la plus importante et qui est celle on va dire que les mauvais élèves vont négliger et que dans lesquels les bons élèves vont exceller, c'est l'évaluation de la qualité du texte ou des textes qui vont être produits par ChatGPT, c'est-à-dire le retour sur ce qui va vous être donné. Sur la collecte de données, qu'est-ce qu'il faut savoir? D'abord, un point extrêmement important, c'est que ChatGPT, il ne sait pas faire quelque chose que vous faites très facilement, qui est une recherche Google. La base de données, c'est pour ça que vous avez dû voir comme il y a une espèce de warning sur l'interface qui précise que ça ne cherche que des données qui sont utilisées après. Enfin, c'est pas très pertinent pour les données post-2021. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, quand vous faites une requête, ça ne va pas refaire lui après une requête sur Google et digérer les recherches. C'est sur des bases de données existantes. Ça signifie qu'il n'y a pas de recherche en temps réel. Ça limite l'actualité, puisque vous avez une date limite des datas, et ça va limiter aussi l'exhaustivité de vos sources. Et donc, ce qui est important à retenir dès maintenant, c'est qu'il faut systématiquement compléter vos prompts, vos requêtes, par des recherches sur les moteurs de recherche, en particulier évidemment Google. Encore mieux Google Scholar, qui est l'outil de Google qui référence tous les articles scientifiques. Un bon mémoire de recherche, il faut aussi que vous ayez des recherches ouvertes sur des bases de données bibliographiques ou sur des bases de données de bibliothèques universitaires. Ça ne va pas remplacer ça, ChatGPT. Hein. Ça va vous faire remonter un certain nombre de références. Mais si vous voulez les références les plus actuelles, les plus récentes, les plus pointues, vous devez aller faire des recherches en parallèle sur Internet. Ensuite, une fois que vous avez collecté vos données, vous allez commencer à interroger l'outil, à faire le prompt. Est-ce qu'on a, Maxime, déjà un exemple de thème de recherche? Alors, je bascule sur l'outil. Allez-y, donnez-moi un. L'accessibilité du numérique pour les salariés en situation de handicap. Alors, on rentre, j'imagine que vous voyez l'écran là, donc on rentre dans le vif du sujet. Vous pouvez par exemple, si vous disiez rédige une introduction sur, redites-moi l'accessibilité. L'accessibilité du numérique pour les salariés en situation de handicap.
pour les salariés en situation de handicap. Il y a une autre soft skill qui va être de taper vite sur un clavier. Voilà, donc là, vous avez un texte qui se démarre. Là, quand vous lui dites « rédige une introduction », ça veut dire que le texte que vous voyez s'afficher, c'est un texte qui est destiné à introduire quelque chose. Ce que vous voyez aussi tout de suite sur le texte qui s'affiche, c'est que vous avez la limite de longueur. Là, je pourrais encore la pousser un peu, mais pas tant. Donc, ça vous donne rarement une introduction d'une taille d'une introduction qui est attendue pour un mémoire de recherche. Maintenant, si on lui avait demandé, on va copier juste le thème. Tac. Et si on lui demande maintenant quelles sont les problématiques de l'accessibilité du numérique, situation de handicap. Voilà, donc là, vous avez plus des choses qui peuvent être dans l'amont de votre recherche, c'est-à-dire des thèmes qui vont vous donner une problématique, qui vont vous permettre de problématiser votre recherche, donc qui vont être plus en amont de la rédaction. Et si je lui dis même requête sous forme de question, avec des points d'interrogation, vous pouvez être précis sur le style que vous attendez. Voilà, là, qu'est-ce que je lui ai demandé de plus? Je lui ai dit, ben, dis-moi la même chose, mais sous forme de problématique. On a dû vous apprendre, si on ne vous l'a pas appris, c'est que on a été faible jusqu'ici, qu'une bonne problématique, que ça soit dans une dissertation ou dans un mémoire de recherche, c'est posé sous forme de questions ouvertes et de questions auxquelles on peut répondre. Et donc, vous pouvez formuler ça comme ça. Et là, vous voyez comment vous pouvez utiliser l'outil en amont de vos recherches. Autre question, vous avez vu là que je l'ai fait en trois trucs, il faut multiplier les requêtes. Pensez toujours à mon exemple de l'artiste américain qui a gagné cette foire d'art contemporain en utilisant un outil, donc en utilisant Midjourney. Il a fait des centaines et des centaines de requêtes. Donc, il ne faut pas demander une chose, il faut demander 10 fois, il faut demander quels sont les problèmes d'accessibilité en général, il faut changer le mot numérique par digital ou par autre chose. Donc, n'hésitez pas à démultiplier les questions. Il faut tester plusieurs fois la réponse à une même requête parce que la machine apprend, c'est le système du try and learn. Je me remets rapidement sur ChatGPT. Je vais... Oui, allez-y. Là c'était juste pour montrer. Je vais reprendre ma question initiale. Rédige une introduction. Donc là, on est d'accord, c'est la même question que celle que j'ai donnée au début. Je lui redonne. Et ça, vous voyez que le texte qui descend ici, c'est un texte différent du premier. Donc, chaque fois que vous lui donnez une requête, vous allez avoir un nouveau texte. Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas content de la première réponse, vous pouvez lui en demander une autre. Vous pouvez lui demander une autre en précisant. Et je vous encourage à demander plusieurs fois parce que c'est comme ça que vous allez trouver les meilleurs éléments. Cette règle d'or à retenir pour un bon prompt. D'abord, il faut démarrer par un verbe ou un terme clair. Vous avez dit que je lui ai dit « rédige une introduction ». Il faut être très précis sur ce que vous lui demandez. Est-ce que vous voulez qu'il vous rédige une note? Est-ce que vous voulez qu'il lui donne des idées? Est-ce que vous voulez qu'il vous donne des thématiques? Est-ce que vous pouvez me donner un autre sujet, Maxime? Oui. L'installation de Power BI dans le service financier. Alors là, on va prendre imaginez, vous avez dit, je vais travailler sur l'installation de Power BI dans les services financiers, puis votre directeur de mémoire, votre tuteur vous dit, bah non, c'est trop général comme texte, ça ne m'intéresse pas. Donc vous savez que vous vous intéressez à Power BI, vous savez que vous vous intéressez aux services financiers, mais en fait, vous êtes fait retoquer votre sujet parce qu'on a trouvé ça trop générique. Là, vous pouvez lui demander, par exemple, donne-moi des idées de thèmes de mémoire de recherche à propos de Power BI et des services et là, vous avez des sujets qui vont arriver, qui vont traiter de Power BI et des services financiers, mais qui vont être plus précis dans leur formulation. Et donc, je ne sais pas qui a écrit ça, mais si vous avez envie d'un sujet un poil plus pointu que celui que vous imaginiez, bah vous pouvez piocher dans les 10 sujets qui apparaissent, là. Vous voyez que dans ce cas, je
je lui ai demandé exactement ce que je voulais. Je lui ai pas juste dit écris quelque chose, ou je lui ai pas dit Power BI les services financiers. Je lui ai dit donne-moi des idées de mémoire de recherche. Et là, il me produit des sujets qui peuvent être, à soumettre après à votre tuteur, hein, mais qui peuvent être des bons sujets. Quand je lui ai dit rédige une introduction, il m'a rédigé un gros paragraphe introductif. Quand je lui ai dit rédige-moi une problématique, il m'a proposé des questions, et ainsi de suite. Deuxième règle importante, écrivez sur un ton positif, pas négatif. Ça, c'est un truc où l'intelligence artificielle est comme le cerveau humain. Quand vous dites à quelqu'un ne fais pas quelque chose, il entend juste le fait quelque chose. S'il y en a qui ont déjà pratiqué les techniques d'hypnose ou d'auto-hypnose, c'est quelque chose qu'on apprend dans l'auto-hypnose. On ne dit jamais une phrase négative. Vous dites à quelqu'un ne mange pas de sucre, le cerveau comprend mange sucre avant ne pas. En tout cas, il imprime manger sucre avant ne pas. C'est pareil pour une intelligence artificielle. C'est beaucoup plus difficile de générer quelque chose de pertinent avec un truc négatif. Donc, il faut toujours formuler vos questions, vos phrases sous un mode positif. Il faut accentuer le sentiment. ChatGPT fonctionne bien pour donner des points de vue sur quelque chose, dans un sens ou dans un autre. Est-ce que vous auriez, Maxime, un sujet qui soit un poil polémique ou un peu ou sur un sujet un peu à issue, non? Rien sur la diversité, par exemple? Bon, on va dire, on va prendre l'intelligence artificielle, on va pas se casser la tête. Si je lui demande, écris-moi une critique négative de l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est rigolo parce qu'il n'a pas voulu me donner de critique négative, vous avez vu. En tant qu'IA, je n'ai pas d'opinion personnelle. Mon rôle est de fournir, donc ça, il faut le formuler autrement. Quels sont les risques? Donc c'est là où vous voyez quelque chose que vous avez peut-être déjà éprouvé en lui demandant ce qu'il pensait de, j'en sais rien moi, de la peine de mort, de l'avortement ou de la guerre en Ukraine. Il a un certain nombre de limites, on lui a donné un certain nombre de limites morales, si on peut dire. Donc là, c'est ce qu'il il veut pas donner un avis. Si je lui dis maintenant quels sont les risques de l'intelligence artificielle, et là, vous voyez, donc c'est la même chose en fait, mais là, il va me donner un certain nombre de problèmes qui sont liés à l'IA. Et si je lui demande maintenant quels sont allez, on va être un peu enthousiaste, les formidables atouts de l'intelligence artificielle. Là, il va nous donner toute une liste d'avantages. Vous voyez, sur un même sujet, vous pouvez lui demander deux avis différents. Ça, c'est important à faire parce que c'est très important que votre mémoire de recherche il soit le reflet de vos convictions et de vos opinions. Ne demandez pas à la machine d'avoir un esprit critique à votre place. D'une certaine manière, les concepteurs ont bien fait de me retoquer quand je leur ai demandé un avis. L'avis, c'est vous qui l'avez. C'est vous, en tant que personne qui rédigez ce mémoire de recherche, qui avez une opinion. Qu'après, vous demandiez à la machine de vous alimenter en arguments dans un sens ou dans un autre, c'est très bien, mais l'avis, ça doit être le vôtre. Et si je lui demande le même avec plus d'enthousiasme et d'emphase, est-ce qu'il va... Voilà, et donc là, je lui ai demandé, fais-moi ça un peu de là, il dit, il est absolument incroyable. Ce qui fait que vous pouvez lui demander du style aussi. Vous pouvez choisir un style qui est plus ou moins adapté à votre objectif. Très important, préciser l'environnement, le contexte, le cadre. Si vous cherchez une problématique pour un mémoire de recherche, pour une thèse professionnelle, dites-le lui. L'outil a été programmé pour analyser le contexte. Donc, il sait que faire une recherche pour une dissertation, pour une mémoire de recherche, pour un article, pour un contenu de blog, pour la présentation d'un produit commercial, pour une présentation orale, il peut intégrer tous ces éléments. Donc, dites-lui bien le contexte dans lequel vous effectuez la recherche. Je vous le disais sur le style. Puisque là, vous allez produire des textes, des matériaux que vous allez utiliser dans un mémoire de recherche, il faut lui demander un style académique soutenu. Vous pouvez aussi lui demander un style familier ou un style oral si vous cherchez des éléments pour vous aider à préparer une intervention. Mais là, pour produire du contenu écrit que vous allez, pour certaines parties, réinjecter dans votre mémoire de recherche, il est très important que vous soyez vigilant sur le style dans lequel il vous produit du contenu et vous pouvez lui demander de vous produire quelque chose dans un style qui soit adapté à un mémoire de recherche, un style académique ou neutre.
Et attention aux termes trop précis ou trop techniques, d'abord parce que même si elle est immense, la base de données n'est pas illimitée, et puis que heureusement, c'est quand même un outil qui atteint sur certains sujets de pointe ses limites. Donc il y a un moment où si vous utilisez trop de jargon, vous pouvez perdre. Plus vous êtes clair, mieux c'est. Et c'est là où, dans le débat qu'on évoquait tout à l'heure sur l'intelligence artificielle dans l'éducation, je n'ai pas du tout une vision négative qui est en train de se passer parce que cette compétence-là qui consiste à écrire des choses précises, claires, contextualisées, c'est ça en fait qui fait le talent et c'est ça que doit apprendre l'école et doit apprendre l'enseignement supérieur, à formuler des questions claires et intelligentes. Et les meilleurs travaux produits par IA, ce seront les travaux qui reflèteront la meilleure pensée de départ, la meilleure intuition de départ, la meilleure formulation. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui va vous déposséder, je crois, de votre intelligence, si vous l'utilisez bien, mais au contraire, cet art du prompt, ça va devenir un vrai talent, une vraie soft skill, si on peut dire, que je vous invite à développer. Donc là, on est sur l'étape amont. Je rédige mon prompt. Deuxième chose, comment vous pouvez utiliser ChatGPT dans la rédaction du mémoire de recherche. On fait cette intervention au mois de mars. Pour ceux, bon, il y en a qui sont, j'imagine, au niveau M1, donc ils ont un peu de temps devant eux, mais il y en a qui sont au niveau M2, donc qui commencent à voir les échéances se rapprocher. D'abord, ce qu'il faut bien retenir de cette étape, c'est que vous allez pouvoir utiliser ChatGPT à toutes les étapes. D'abord, pour bien définir la thématique de recherche. C'est l'exemple que j'ai pris avec Power BI. Vous avez un thème encore trop général, vous voulez l'affiner, vous pouvez choisir des idées et des thématiques qui sont plus précises. Ensuite, vous allez pouvoir vous en servir pour rédiger votre problématique. Il est très fréquent que la faiblesse d'un travail de recherche, ça soit une problématisation qui soit incomplète, insuffisante. Donc là, à partir de votre thème, générer une bonne problématique ou développer une problématique. Souvent, moi, je lis des mémoires où il y a une question qui est posée. C'est bien, mais une bonne problématique, c'est 5, 6, 7, 8, 9, 10 questions. C'est-à-dire, j'en pose une première, puis je réfléchis aux sous-questions qui se posent autour de ça. Ça peut vous aider à développer votre problématique. Vous pouvez utiliser ChatGPT pour générer un plan. Même chose, il va falloir vous le réapproprier, il va falloir le challenger, il va falloir le reformuler, il va falloir confronter vos idées à vous et ses idées à lui. Il ne s'agit pas de copier-coller bêtement le plan qui va sortir à la première requête, mais c'est quelque chose qu'il sait faire parce qu'un plan, c'est quelque chose de structuré. Donc, si vous lui demandez un plan détaillé, il va vous faire des propositions intéressantes. N'oubliez pas dans vos requêtes, tout ce que je dis là, évidemment, ça n'annule pas, bien au contraire, tout le travail de méthodologie que vous avez fait avec vos professeurs. Parce que vous avez eu des conseils pour rédiger un plan. On vous a dit, j'en sais rien, moi, un plan idéal, c'est 3 parties, 3 sous-parties. On vous a peut-être initié à la dialectique hegelienne en vous disant un bon plan, c'est thèse, antithèse, synthèse, ou peut-être des choses moins tarte à la crème que ça. Mais quoi qu'il en soit, vous avez eu des formations et des éléments dans votre formation sur qu'est-ce que c'est qu'un bon plan. Eh bien, ça, il va falloir le dire à ChatGPT. Si vous dites, moi, je veux un plan en 3 parties, 3 sous-parties, vous lui dites, sur ce sujet-là, écris-moi un plan en 3 parties, écris-moi un plan détaillé, écris-moi un plan type thèse, antithèse, synthèse. Tout ça, il va savoir faire. Il peut vous aider à trouver des pistes de recherche originales. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de sujets qui sont brassés où on retombe un peu toujours sur les mêmes choses. Donc, lui demander de vous proposer des pistes de recherche qui n'ont pas été explorées, comme lui a capacité à aller chercher dans des bases de données immenses, il va pouvoir vous aider à trouver des sujets qui n'auront pas été traités ou qui auront été peu traités avant vous. Je le rappelais tout à l'heure, la valeur ajoutée d'un mémoire de recherche, elle ne sort pas de ChatGPT, d'un outil d'intelligence artificielle générative, comme auparavant, elle ne sortait pas de Wikipédia et d'Internet, et comme encore auparavant, elle ne sortait pas des livres des bibliothèques. Elle sort d'interviews, d'enquêtes de terrain, d'analyses, d'études de cas. Et cet effort-là que vous avez, quand je faisais des cours de méthodologie de mémoire, je disais toujours qu'il fallait faire au moins 7 interviews pour faire un bon mémoire. Je vois passer régulièrement sur LinkedIn certains d'entre vous qui font des enquêtes statistiques. Tout ce travail-là, qui va faire le corps de la valeur ajoutée de votre mémoire, l'outil ne l'annule pas. En revanche, il peut aussi vous y aider parce que, par exemple, si vous allez faire des interviews qualitatives, des récits de vie, par exemple, vous savez, c'est une méthodologie où vous allez demander à des acteurs en particulier, là, on prenait l'exemple de l'accessibilité des questions de handicap, vous allez rencontrer des personnes en situation de handicap qui vont expliquer comment le numérique les a aidés dans leur vie professionnelle. Eh bien, ce genre de choses, vous pouvez demander, par exemple, à l'outil, produis-moi une interview pour une personne en situation de handicap à propos de son utilisation des outils numériques ou à propos de son parcours professionnel ou à propos d'autres choses. Donc ça, c'est un bon outil aussi. Et ensuite, quand vous serez vraiment dans la rédaction à proprement parler, eh bien, vous allez pouvoir lui confier
des sous-parties, des paragraphes. Une fois que votre plan est bien bâti, vous allez pouvoir lui demander « rédige-moi quelque chose à ce sujet », par exemple une revue de littérature ou des éléments comme ça, avec un certain nombre de précautions qu'on va utiliser après. Important à retenir, il faut l'utiliser certes de manière distanciée et critique, mais vous pouvez en tout cas l'utiliser à toutes les étapes. Et j'insiste là-dessus, il y a normalement dans votre mémoire une partie où vous expliquez la méthodologie de recherche que vous avez mis en œuvre. N'hésitez pas à dire que vous avez utilisé ChatGPT et dites, ben voilà, j'ai été interviewer des gens sur la base d'un questionnaire pour lequel j'ai utilisé une intelligence générative. J'ai utilisé ChatGPT pour affiner ma problématique. Il n'y a rien de choquant là-dedans. Au contraire, je trouve que plus c'est précis, c'est-à-dire plus le lecteur comprend la démarche que vous avez utilisée pour le faire, plus c'est transparent en quelque sorte. À bien sentir en tête, la révision elle-même est essentielle pour garantir la qualité et l'exactitude du texte produit. Vous n'avez pas un outil infaillible en face de vous. Il peut faire des erreurs factuelles, il peut même dans certains cas, même si je trouve que le niveau de français est plutôt bon, enfin en tout cas est en général très, très correct, il peut faire des erreurs de syntaxe, des erreurs de grammaire. Parfois le texte, souvent en revanche le texte est très désincarné, très dématérialisé. Donc vraiment, ce n'est pas un outil de copier-coller, c'est un outil de copier, rewriter et réinjecter. Ensuite, il y a tout un travail, j'allais dire presque un travail de vigneron, celle qui mélange les cépages, qui devient passionnant, qui est le travail d'assemblage. En fait, un bon mémoire de recherche, ça va être un patchwork de textes qui vont être produits par des intelligences artificielles génératives, de textes qui vont être entièrement écrits par vous, de textes que vous allez citer. Ce qui est important, c'est que le lecteur, le correcteur, sache distinguer qu'est-ce qui vient d'où. S'il y a des parties qui ont été accompagnées par un logiciel d'intelligence générative, c'est bien de le signaler. S'il y a des parties qui sont complètement issues d'une réflexion personnelle, d'une expérience, c'est bien de le signaler. Et parce que ça, j'en profite, c'est une faiblesse très fréquente, tout ce que vous citez, c'est-à-dire tout ce que vous allez chercher sur un site internet, sur un article, sur un livre, dans un journal, citez toujours vos sources. La faiblesse numéro 1 des mémoires, c'est de citer les sources. Et je vais y revenir. ChatGPT peut vous aider dans cette démarche-là. Il faut soigner vos transitions. Comme vous allez lui demander des morceaux de texte, ça ne va pas donner un truc complet, mais ça va être des petits bouts de texte. Pour que ça donne quelque chose de fluide à lire, il va falloir bien soigner les articulations, comment une idée en renvoie à une autre, comment vous avez des mini-conclusions, des synthèses. La transition qui était toujours quelque chose d'important dans l'art d'une production écrite, ça devient encore plus utile et encore plus indispensable à partir du moment où on fait appel à des outils d'intelligence artificielle générative. Un bon moyen, c'est de comparer votre production à des textes humains similaires, par exemple d'autres mémoires. Évidemment, il faut faire relire ce que vous avez, il faut que vous le relisiez vous, mais il faut aussi le faire relire par d'autres, vos tuteurs, vos correcteurs, vos camarades. Et puis, il faut réécrire. Vraiment, dites-vous bien, avec cet outil, je vais récupérer de la matière première. Et cette matière première, il va falloir que je la malaxe, que je la reformule, que je l'enrichisse d'exemples, que j'enlève ce qui ne me plaît pas, que je formule ce qui ne me correspond pas. Le rewriting devient une qualité absolument indispensable. Et c'est ça, je pense que c'est à ça aussi qu'on verra la qualité des bons travaux. Parce que les travaux qui vont être plaqués, autant je ne crois pas beaucoup au logiciel de détection, autant il y a un instinct, une intuition du correcteur, des lecteurs, des jurys qui depuis longtemps lisent, consultent et digèrent des mémoires. Et ça, je pense qu'ils verront les choses qui seront trop plaquées, trop artificielles. Donc réappropriez-vous le texte en le réécrivant. Quelques conseils pratiques. Alors d'abord, j'y reviens, je l'ai évoqué, la recherche de sources. Ça, c'est un conseil qui déborde le cadre de cette intervention, c'est que ce qui différencie pour moi un bon mémoire de recherche d'un mauvais, c'est le nombre d'informations sourcées. Quand vous me donnez un truc, je le feuillette quand il est en édition papier, je le feuillette et rien qu'en voyant la taille de la bibliographie, le nombre de références, soit en note de bas de page, soit en référence, type Harvard, vous savez, entre parenthèses, avec le nom de l'auteur et la date qui renvoie à la biographie, au nombre de références et à la qualité des références, on flaire immédiatement le bon travail du mauvais travail. Donc ça, que vous utilisez ChatGPT ou pas, ça n'y changera rien. Des sources, des références, jamais ne prendre des éléments sans dire d'où elles viennent. C'est pas grave, au contraire, c'est bien d'aller piocher beaucoup d'éléments sur votre thème de réflexion, mais dites d'où ça vient. Ça ne vous sera pas reproché de l'avoir copié, si c'est entre guillemets avec un renvoi. Et ça, c'est là où ChatGPT devient très important, c'est que vous allez pouvoir lui demander ses sources. On va reprendre, Maxime, si vous pouvez me redonner un thème de recherche. Il n'y en a pas d'autres?
vous n'êtes pas très inventif, pas vous Maxime, mais le public. Je vais repartir sur mon histoire d'accessibilité. Donc rédige un article sur l'accessibilité. C'était quoi accessibilité handicap, c'est ça? Du numérique pour les salariés en situation de handicap. Du numérique pour les salariés en situation de handicap. Ouais, alors, là vous avez un article qui sort. Un article lambda. Top, je prends le même. Alors là, il m'a rédigé un peu plus que je voulais. Hop. Copier. Maintenant, je vais lui demander un article et je vais lui dire la même chose et je vais lui dire avec des références type Harvard. Tac, il n'a pas fait ce que je voulais, je recommence avec des références. Je vais dire un court article parce qu'il fait un peu beaucoup sur mon goût. Un court article avec des références bibliographiques type. Voilà, donc là vous avez donc là, vous voyez, vous avez des références qui apparaissent. Une étude de l'Organisation internationale, une étude de revue. Et si je lui dis, donne-moi la bibliographie correspondante, la bibliographie correspondante. Voilà, et là, vous voyez, vous avez des références exactes qui vont s'afficher. Donc là, par exemple, dans cette recherche-là, vous savez, évidemment, on aurait pu creuser en lui demandant un article plus long, mais vous savez que vous avez 3 documents, 3 références que vous pouvez ensuite aller facilement retrouver sur Internet et qui vont être des références pertinentes pour votre travail. Donc ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Quand vous utilisez ChatGPT pour un mémoire de recherche, demandez-lui ses sources. Si vous lui dites, cite-moi ta biographie, cite-moi ses sources, vous obligez l'outil à vous révéler dans quelle base de données il a été cherché. D'accord ? Ça, c'est vraiment, vraiment important. Vous pouvez les demander sous format Harvard, auteur, année. Vous pouvez varier un peu le mode de restitution, mais demandez systématiquement à l'auteur ses sources. L'exemple que j'ai pris quand je disais, moi, quand je feuillette la mémoire, je demande toujours d'où vient l'information. Ayez la même exigence vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Demandez-lui systématiquement d'où sortent les sources, tout ce que tu dis, où tu as été le chercher, donne-moi les références. Et ça vous donne des références bibliographiques que vous allez pouvoir intégrer dans la bibliographie de votre mémoire de recherche. Et puis surtout, ces références, vous allez pouvoir aller les chercher, les télécharger sur Internet, trouver les études et les articles dont il est question, et puis ça vous donnera d'autres pistes et d'autres idées de recherche. Si possible, demandez des références, donne-moi des références scientifiques, donne-moi des références académiques, donne-moi des références sérieuses. Ça donne aussi à l'outil l'indication que vous n'avez pas envie qu'il aille vous chercher n'importe quoi sur des trucs qui ont été collectés par le passé sur Internet, mais que vous avez envie de données fiables. Ça, c'est important parce que on a trouvé aussi que l'outil, par exemple, il pouvait produire des textes complotistes ou des textes qui défendaient des idées un peu absurdes. Ça, c'est quand on ne lui donne pas de limite sur ses sources. Mais si on lui dit trouve-moi des sources scientifiques sérieuses, il ne va pas aller vous chercher normalement des études bidons, il va vous ramener de la donnée construite. Je passe sur les questions de choix de modèle. Un mot sur le paramétrage du modèle. L'interface n'est pas très compliquée. Si vous avez joué un peu avec, vous l'avez déjà utilisé. Donc le prompt, normalement, si vous m'avez écouté, vous savez bien ce que c'est. Vous avez aussi la question, un onglet température qui permet d'avoir des réponses plus ou moins prévisibles ou des réponses plus ou moins créatives. Ça va dépendre de ce que vous allez chercher. Dans la phase amont de votre mémoire de recherche, quand vous allez demander des idées, des thématiques, des problématiques, vous pouvez demander des réponses très créatives pour avoir des idées originales. Quand vous allez être sur des morceaux que vous allez réutiliser dans votre rédaction, essayez plutôt d'avoir des réponses prévisibles pour éviter d'avoir des trucs qui ne seraient pas suffisamment rigoureux.
Un paramètre très utile, c'est celui qui vous permet de régler la longueur des textes. Ça vous évite, là, c'est l'erreur que j'ai faite. Vous avez vu, à un moment, je voulais générer un article juste pour avoir quelques éléments. Et il a commencé à sortir un truc long comme le bras. Vous pouvez jouer sur la longueur du texte. Vous pouvez aussi lui demander un certain nombre de mots. Si par exemple, on vous demande un abstract ou un résumé de quelque chose, vous pouvez lui demander de synthétiser en un nombre de mots donnés. Et vous avez ensuite des outils qui vous permettent d'avoir soit des résultats très probables, soit des résultats très variés. Donc même chose, hein, on joue là-dessus. Dans l'amont, plus c'est créatif, mieux c'est. Dans l'aval, plus c'est rigoureux et précis, mieux c'est. Dans les limites et précautions, il y a évidemment le fact-checking. Toutes les informations factuelles qui vous sont données doivent être vérifiées. Ne prenez pas ce que dit ChatGPT pour argent comptant. Il vous donne une information, systématiquement le réflexe, vous allez sur Internet, à partir de la source que vous aurez demandé, vérifier si l'information est exacte. Et puis retenez qu'il y a des pans entiers de votre mémoire de recherche qui ne pourront pas être générés par ChatGPT. Tous les exemples tirés de votre expérience professionnelle, de l'expérience que vous avez acquis dans votre contrat d'alternance, dans vos stages, dans vos enquêtes de terrain, ça, évidemment, l'outil ne va pas le dire à votre place. Éventuellement, en revanche, vous pouvez lui donner ça sous forme de notes et lui demander de le réécrire. Il y a d'ailleurs d'autres outils qui font ça pas mal, et lui demander de le réécrire dans un autre style. Mais la matière première, ça, il ne va pas l'inventer. Toutes les interviews, et profitez de votre mémoire pour interviewer les gens, pour rencontrer des personnes. Retenez que quand vous chercherez des entretiens pour le job de vos rêves ou pour une démarche commerciale, c'est compliqué d'obtenir un rendez-vous. Quand vous contactez quelqu'un en lui disant « je fais un mémoire de recherche, j'aimerais vous interviewer », 9 fois sur 10, la personne va vous répondre oui, parce qu'il est flatté et que ça l'intéresse de parler d'un sujet qui l'intéresse. Donc allez interviewer les gens, ça ces interviews, l'outil ne le fera pas à votre place. Et puis plus largement, toutes les enquêtes de terrain, qu'elles soient qualitatives et quantitatives, qui sont propres à votre démarche de recherche, elles sont originales, et l'outil ne va évidemment pas le faire pour vous. Les points clés à retenir, et puis ensuite on aura quelques minutes pour prendre des questions. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette intervention? Donc le premier, vous l'aurez compris, c'est que je vous encourage vivement à utiliser ChatGPT dans votre mémoire de recherche. D'abord parce que je pense que si c'est bien utilisé, ça vous fera un meilleur mémoire. Et ensuite parce que vous allez comme ça acquérir une expérience et des compétences qui vont vous être, j'en suis sûr, utiles dans la suite de votre vie professionnelle. Travaillez vos prompts et multipliez vos requêtes. Ça, c'est le premier truc à retenir. C'est la qualité de la question qui fait la qualité de la réponse, et c'est beaucoup de questions qui font beaucoup de bonnes réponses. Utilisez ChatGPT à toutes les étapes, pas seulement à la fin quand vous êtes à la bourre pour vous produire du texte rapidement parce que la date limite approche. Il faut utiliser l'outil dès le démarrage de votre recherche. Effectuez, je viens de le dire mais je le rappelle, un vrai travail de recherche parce que normalement vous allez gagner sur du temps de rédaction, vous allez gagner sur du temps de revue de littérature, vous allez gagner sur du temps de recherche de référence professionnelle. Et donc ce temps gagné, il ne doit pas être utilisé pour vous tourner les pouces, il doit être utilisé pour passer plus de temps sur ce qui est intéressant dans un mémoire de recherche, à savoir l'enquête sur le terrain, la rencontre de personnes, la construction de questionnaires, l'administration de questionnaires, la cogitation de vos intuitions, l'échange avec d'autres étudiants ou d'autres chercheurs, la participation à des colloques. Voilà, c'est tout ça qui doit faire ce à quoi vous devez consacrer le temps que l'outil vous fait gagner. Et puis soignez l'assemblage. Le rédacteur du mémoire de recherche, c'est toujours vous le responsable. C'est jamais une machine qui signera un article ou un mémoire, donc c'est votre nom qui aura sous la couverture. Ça représentera votre responsabilité, votre engagement, la qualité de votre travail. Et donc même si c'est aidé par une intelligence artificielle générative, ça sera votre travail et votre signature. Merci de votre attention.